Les Grandes Voix, une proposition des archives de la RTS. Ce qui m'intéresse quand même, quand je parle avec un journaliste ou dans une émission, c'est de parler de ce qui n'est pas abouti plutôt que de ce qui est abouti. Hein. Alors ça ne fait pas forcément la promotion de mon film, mais ça me semble un respect vis-à-vis de l'interlocuteur. Les Grandes Voix donnent aujourd'hui la parole au cinéaste Michel Souter. Avec son immense franchise, Michel Souter évoque ses premiers métiers à la réalisation de films, qui est selon lui plus proche d'un poids lourd que d'une Formule 1, l'importance de trouver de la place pour la tendresse dans le cinéma comme dans la vie. Là, il est un cinéaste en pleine maturité qui réalise des films depuis 20 ans et s'essaye à d'autres ambiances et d'autres tonalités avec son nouveau film signé Renard. Il passe aussi un coup de téléphone d'une grande amitié avec Albert Jürgensen, le monteur de son film Repérage, et évoque à nouveau ce film réalisé 9 ans auparavant. Nous sommes le 5 juin 1986 au micro de Patrick Ferlat dans l'émission Le Petit Déjeuner. Café croissant de lune ce matin entre 9 et 10 pour le petit déjeuner. C'est le début d'une bonne journée pour vous aujourd'hui? Oui. Ouais. Un peu fraîche. Un peu fraîche, un peu pluvieuse aussi, mais la journée sera bonne. Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il faut l'entamer comme ça en tout cas. Alors ce matin, vous nous faites l'amitié de prendre le petit déjeuner sur la première d'ici à 10h. Qu'est-ce qui vous attend après sur le coup de midi? Vous allez préparer le déjeuner peut-être? Non, je prépare pas le déjeuner, Non. je vais chercher ma femme pour qu'elle le prépare. Ah bon, d'accord. C'est parce que c'est plus simple. Non, ça m'arrive de le préparer, assez rarement quand même. Et aujourd'hui, non, je le prépare pas aujourd'hui. Vous avez un plat préféré? J'aime les pâtes, tout ce qui est pâtes à l'italienne. Et je les fais bien, ça, parce que c'est simple aussi, hein. J'aime les pâtes, oui. J'aime tout ce qui est italien. Bon, alors, là c'est pour le midi. Est-ce que ce soir, comme beaucoup d'auditeurs, j'imagine, vous allez sacrifier à la télévision, au mondial? Oui, je pense que c'est une des belles soirées ce soir, oui. Francure, c'est Italie, Argentine, oui. Ah oui, ça va être deux beaux matchs sûrement. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure ensemble. Michel Souter, bonjour. Bonjour. Le théâtre, l'opéra, le cinéma, le spectacle, vous leur avez consacré, vous leur consacrez, tout comme à la télévision, une grande partie de votre vie. Et puis une vie, vous nous le direz sûrement infiniment mieux que moi tout à l'heure, ce sont des jours. Des jours et des jours, ça fait des semaines et des semaines, ça fait des mois, et puis des mois, ça fait des années. Vous en avez compté jusqu'ici 54. Il n'y a pas très longtemps, hein, votre anniversaire. C'était il y a 2 jours, non? C'était 3 jours. Lundi. C'était lundi, voilà. Avec, à l'intérieur de la vie, tout plein de choses autour et dedans, dont on reparlera peut-être un petit peu ce matin. Le temps de rappeler très vite que votre premier film, sauf erreur de ma part, vous le réalisez en 66. Et vous avez à ce moment-là la lune entre les dents. Et puis le dernier, il arrive depuis hier, on peut le voir à Lausanne, c'est signé Renard, et entre les deux, il y a eu Hachiche, James Soupa, l'Escapade, ou Repérage, et d'autres bien sûr, Repérage avec Delphine Seyrig et Jean-Louis Trintignant. Il est, paraît-il, Michel Souter, 2 métiers, 2 professions que vous auriez souhaité exercer un jour. Je crois que c'est la profession de médecin ou de sportif, et j'ai finalement un petit peu l'impression qu'avec le métier du cinéma, qui est le vôtre en particulier, vous avez fait jusqu'ici et vous faites et l'une et l'autre, à la fois médecin, à la fois sportif. Moi, je pense, par exemple, le cinéma, c'est une manière de Formule 1, hein, c'est une manière de sport, on en reparlera tout à l'heure. Et puis le médecin, c'est quelqu'un qui se penche sur la vie des hommes, des femmes, de leurs problèmes, de leurs sentiments, enfin, de leurs rires, de leurs douleurs aussi. Vous êtes d'accord un peu avec cette analyse? Après, je me tais, parce que c'est vous qui parlez ce matin. Je dirais plutôt que de Formule 1, c'est le cinéma, ce serait plutôt le métier de routier. C'est plutôt des poids lourds qu'on tire. Et puis, pour le médecin, je suis d'accord, mais avec la grande différence que finalement les artistes sont quand même, c'est très égocentrique comme profession. Finalement, on se penche sur les autres, mais je dirais pas pour en profiter, mais pour en tirer quelque chose qui va en même temps parler d'eux et en même temps parler de soi. Tandis que ce que je trouve intéressant dans la profession de médecin, dans le métier, dans la vocation, c'est le fait d'être complètement tourné vers l'autre, quoi. Préoccupé par la vie de l'autre, uniquement. Vous avez réellement été tenté un jour par cette profession de médecin?
Oui, je l'ai été. Et puis c'était une époque aussi où à travers des familles, des métiers pouvaient se passer. J'avais un cousin de mon père qui était médecin, qui était dermatologue. Et, je me rappelle qu'ils avaient parlé un peu de mon avenir possible et que ça c'était venu sur le tapis. Alors bon, on en avait parlé comme ça. Et puis mais je sais pas comment on arrive à une profession finalement. Moi, je suis arrivé par hasard, donc je peux pas dire que je me destinais à quelque chose plus qu'à autre chose. C'est après, avec le recul, une fois que j'étais lancé dans la vie, que je me suis dit j'aurais pu faire ci ou j'aurais pu faire ça. J'aurais aimé faire des sciences et venir après peut-être à la littérature ou au cinéma, mais avoir passé par les sciences, c'est-à-dire par l'observation exacte. Ce qui me manque, c'est d'avoir pas fait des études qui formaient à cette discipline de l'observation objective, scientifique, quoi. J'aurais bien aimé passer par là avant de travailler plus sur l'imaginaire, sur la fantaisie, sur le flou, disons. Michel Souter, lorsque vous dites que vous êtes arrivé à au métier qui est le vôtre par hasard, quelle forme avait ce hasard ? C'était une envie d'écrire, donc ça m'a... Oui, véritablement, une envie d'écrire, une envie de raconter ce que je sentais avec des mots. Le cinéma était une chose que je connaissais pas à l'époque, le théâtre, j'y allais pas. Il y avait, du temps où j'étais au collège, il y avait des matinées classiques, mais elles m'ont jamais intéressé. Donc c'était à travers l'écriture, les livres qui m'avaient accompagné, alors là, depuis mon enfance. C'est à travers les livres que je me suis formé à la vie, à l'imaginaire, et puis aussi au réel. Donc c'est à travers la littérature, l'écriture que j'aurais aimé raconter ce que je ressentais. Après, ça m'a fait passer tout naturellement à la chanson pour en vivre un petit peu, parce que la poésie était un métier pas envisageable pour vivre. J'ai vécu un petit peu de la chanson, difficilement et sans beaucoup de conviction. Que chantiez-vous à l'époque ? C'était à l'époque du moulin à poivre. Oui, oui. Et puis après... Mais que chantiez-vous à l'époque ? Des choses sur des textes que je composais. Je faisais des musiques, j'étais pas musicien, je faisais ça d'instinct. Et puis, bon, c'était parallèlement à des textes, à des poèmes. Et puis tout naturellement. Pourquoi je dis tout naturellement ? Par hasard, j'ai rencontré Tanner, et puis après Goretta, et il y a eu la TV, le cinéma, et après le théâtre. Alors il y a eu notamment le groupe des 5, on va pas refaire toute l'histoire, mais vous avez gardé des relations étroites avec par exemple des gens comme Alain Tanner, comme Claude Goretta, mais vraiment, vraiment étroites, je veux dire. Oui, vraiment amicales. Par moments avec des distances. Goretta était parti à Paris, par exemple, alors là il y avait la distance qui nous a séparés. Mais autrement, Tanner qui est resté toujours ici à Genève, je suis resté très très proche de lui. Oui, on est toujours amis comme au premier jour de notre rencontre. Oui. Vous dites Tanner qui est toujours resté à Genève. Vous êtes aussi toujours resté à Genève. À partir du moment où je suis rentré à la TV, oui. Oui. Avant, j'avais fait des voyages. Oui, j'avais vécu à Paris plusieurs années. C'était dans quelle année ? À Paris, c'était 57, 58. Entre 57 et 60. Et puis une année quand j'avais 20 ans. Alors ça, je sais pas, je me rappelle plus quand j'avais 20 ans. En revenant maintenant au cinéma, l'image de la Formule 1 m'était venue là, en préparant l'émission hier, en se disant que le cinéma c'est comme la Formule 1 parce que ça va vite, que ça coûte relativement cher et que par définition alors c'est une aventure toujours recommencée. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr de rien. Et lorsqu'un pilote de Formule 1 part sur un circuit, il n'est jamais certain d'abord de gagner la course, par exemple, ou même de la terminer. Oh bien là, on est sûr quand même de la terminer. On n'est pas en péril quand même, non ? Mais c'est vrai que, je crois que dans tous les métiers, c'est à refaire. Vous-même au petit déjeuner, quand même, chaque jour, c'est aussi à refaire. C'est chaque fois un départ à zéro, hein. Je crois que dans tous les métiers qui sont faits
avec une certaine passion. Je crois que c'est plus ça. Finalement, si c'est fait avec passion, je crois que tous les métiers demandent la même attitude au départ. C'est-à-dire chaque jour, on se trouve devant des problèmes, on se trouve devant des choses à faire qui sont neuves, qu'on a peut-être parfois même l'impression d'avoir jamais faites, où il n'y a pas d'habitude. Et c'est la passion qui fait qu'on a le sentiment de ne pas avoir d'habitude, je crois. Et on peut faire machinalement les choses. Il y a peut-être même des pilotes de Formule 1 qui font ça assez machinalement. Peut-être. Hein. Il y a aussi des cinéastes qui font des films machinalement. Ah oui, ça existe. Et je pense que même c'est assez répandu, malgré tout. Curieusement, ce qui est machinal, souvent, permet des succès parce qu'il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de remise en question du propos, de soi-même, du monde qui nous entoure. Alors peut-être que c'est rassurant pour celui qui le fait, c'est rassurant pour celui qui voit. Est-ce qu'il y a, pensez-vous, il en va des films parfois comme des voitures, c'est-à-dire qu'il y a des voitures qui dérapent, qui s'écrasent, qui finissent dans les décors. Est-ce qu'il y a des films qui finissent dans les décors? Ah oui, il y a des films qui dérapent, il y a des films... oui. Mais c'est autre chose, je dirais que ça s'évapore un peu. Ça disparaît dans la nature. Ça vous est arrivé, ça? Beaucoup d'embardés encore maintenant. Mais je crois qu'il faut aussi dans tout travail, il faut aussi des erreurs. Les erreurs profitent aussi à ce qu'on essaye de créer. Mais alors, on peut pas les planifier. Hein. Et puis il y a des erreurs qui profitent à ce qu'on fait, et il y a des erreurs qui nuisent au travail qu'on fait. Donc il faut, je dirais qu'il faut que les choses soient bien construites, bien négociées, hein, pour parler automobile. Bien que je sois pas un spécialiste de l'automobile, hein, j'ai pris mon permis très tard, à 40 ans. Donc c'est une image qui m'est difficile à poursuivre. Donc il faut bien préparer, il faut que la construction soit bonne et qu'à l'intérieur il se passe des choses imprévues. Ce que j'appellerais des erreurs ou des inattendus ou des inattentions, je sais pas. Alors les embardés en matière de voiture, ça fait par définition des bruits de glace, des tôles froissées. En matière de cinéma, ça fait des génériques froissés ou des recettes difficiles. Eh bien, ça crée chaque fois un handicap, c'est-à-dire il faut pouvoir garder la confiance du public, il faut pouvoir garder la confiance des gens qui peuvent nous produire ou nous aider à produire. Donc il faut toujours montrer que par notre travail qu'on est encore à la hauteur de ce qu'on fait. Alors ça mais je crois aussi ça que c'est pour tous les métiers pareil. Sauf que dans le cinéma, si les échecs sont répétés, à ce moment-là, on peut se trouver dans la situation de ne plus pouvoir en faire et de chercher autre chose, hein, devoir chercher un autre métier. Ça, c'est vrai qu'il y a eu une élimination très, très, très forte. Hein. Et disons, ça peut ne pas pardonner, oui. Alors que peut-être dans d'autres métiers, il y a plus de tolérance parce que ça coûte moins cher, parce qu'il y a moins d'enjeux, peut-être. Hein. Mais finalement, je crois que dans tous les métiers, quand même, il faut se montrer semaine après semaine à la hauteur de ce qu'on fait. Vous avez dit tout à l'heure que c'était un métier souvent, enfin finalement très très égocentrique, c'est bien ça? Oui. Oui. Vous parlez du rapport de confiance avec le public lorsque vous travaillez un film, par exemple, lorsque vous avez écrit ce film signé Renard. Le public, il intervient à partir de quel moment dans votre travail? Vous pensez à lui ou pas du tout? C'est au moment où le film arrive qu'il y a la main tendue au public? Non, je crois pas qu'un auteur peut penser au public. Parce qu'il ne peut penser qu'il y a que la nécessité de dire certaines choses et de les dire le plus justement, le plus clairement possible. Mais il peut pas échapper à ce qu'il a besoin de dire, ce qu'il a besoin de raconter, et à l'œil qui pose sur le récit qu'il est en train de construire. Je pense qu'il y a des cinéastes peut-être plus techniques ou qui ont un savoir-faire ou cette espèce d'intuition du public. Ça doit être extraordinaire du reste d'être en même temps. Je pense que Chaplin,
peut-être chez les comiques, il y a ça, parce qu'il y a une nécessité de faire rire, donc il y a une obligation de tenir compte de celui déjà qui va voir. Hein. Alors chez les cinéastes d'humour ou comiques, je pense à Chaplin, à Tati, je pense qu'il y a en même temps ce sens très personnel de la vie et du regard qu'ils ont sur le monde, et en même temps, je pense, cette intuition du public et ce savoir faire plaisir qu'ils doivent avoir en eux, cette technique-là en plus. Savoir faire plaisir, deviner l'autre. Vous savez ça? Non. Mais par exemple, dans la vie de tous les jours, souvent des gens qui me fascinent sont des gens qui savent raconter. Vous êtes à table avec quelqu'un, et il démarre à voix très douce, même s'il y a du bruit, tout ça. Il démarre à voix très douce, tout le monde commence à l'écouter, il sait faire des temps, il sait retarder le moment de la conclusion, il sait créer des suspens. Il y a ces sortes de conteurs qui à partir de petits riens de la vie, vous font des espèces de petites nouvelles extraordinaires improvisées. Hein. C'est des gens qui ont cet art de la communication et cet art de la communication. Alors je pense que ça doit exister en cinéma aussi. Et puis il y a les fabricants. Alors le film signé Renard donc est en première vision à Lausanne cette semaine. Vous allez ce soir assister à sa projection dans la salle sans rien dire en ne disant rien à personne. Non, en général, je vais pas aux projections. Non, je vais pas. Je veux dire aux projections publiques, pas aux projections de presse. Non, je vais peut-être à des projections avec l'équipe technique, et puis après peut-être une fois une projection avec le public pour voir les réactions, parce que ça me donne des indications sur le film lui-même et sur les erreurs ou sur les qualités qui peuvent s'y trouver, et de voir pourquoi c'est réussi ou pourquoi ça ne passe pas bien. Et parfois, avec la présence du public, on a une vision plus claire de ça. Mais autrement, non, j'oublie très vite ce qui a été fait, et je m'intéresse surtout à ce que je suis en train de faire. Tout en poursuivant naturellement la vie du film, et en la suivant et en essayant de l'épauler, oui. Vous prenez un peu de café, croissant? Non, j'en ai encore, merci beaucoup. Les grandes voix. Albert Jurgenson, qui est le monteur de Repérage, qui est un monteur de cinéma que j'aime beaucoup et que je trouve un magnifique monteur, oui. Alors il est en ligne, en direct avec vous à Paris, bien sûr. Il habite Paris, oui. Oui. Allô, Albert? Michel? Oui, comment vas-tu, Albert? Ça va. Oui, je t'ai pas répondu encore à ta lettre, mais elle m'a beaucoup touché. Bah oui, écoute, tu me fais tellement plaisir en me téléphonant, parce que d'abord, comme j'avais pas eu de réponse, je me demandais si tu n'étais pas un peu fâché. Ah non, pas du tout. Je serais jamais fâché de ce que tu me dis. Au contraire, disons, j'en prends bonne note, et j'aime beaucoup c'est pas ta franchise, ton amitié, quoi. Tu vois, toujours par rapport à mon cinéma, tu m'as dit ce que tu en pensais, et quand tu aimais des parties de films, tu me le disais. Et puis on parlait surtout de comment il faudrait faire, plutôt de ce qu'on réussit à faire, non? Bah oui, toujours. Parce que c'est ce qui nous intéresse dans le métier, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire ou ce qu'on aimerait faire. Bah oui, Michel. Non? Oui. Alors ta lettre m'a beaucoup touché, vraiment beaucoup. Très bien. Et je t'ai pas écrit encore parce que j'avais beaucoup de travail, mais elle est toujours devant moi tous les jours pendant que je travaille. Bah, très bien, Michel. Mais j'espère quand même qu'on se verra, parce que là, on se croise toujours comme ça, et puis on se voit pas beaucoup, hein. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je finis le film de René. Oui. Et puis on va partir, grande nouvelle, on va partir avec Nadine, on va partir faire une croisière sur le Nil. Ah, vous partez quand? Dans une semaine, même pas. Alors il faut que je t'écrive tout de suite. Alors je t'écris ce soir, Albert. Je vais pas rester un an, hein. Non, mais ça fait rien. Oui. Ça fait rien, je t'écris ce soir. C'est très gentil à toi, Michel. Et en revenant du Nil, tu passes pas à Genève? Ah non, je ne repasse pas à Genève, parce que je commence tout de suite un film. C'est justement parce qu'on avait quelques jours de vacances qu'on en a profité pour partir. Ah oui. Voilà. Et le film suivant, après René? Je vais faire le film de Gérard Ouvry. Oui. Et puis voilà, après on verra. Oui. Et j'espère surtout qu'on se va se voir, Michel.
Oui, moi aussi. Hein? Alors- Tu n'as pas l'intention de venir à Paris prochainement? Peut-être fin juin, début juillet. Ah bah très bien. Alors là, alors surtout, tu téléphones à ce moment-là. Oui, sûr. Hein? Sûr. Alors, J'avais déjà annoncé, moi, à Alain, je lui avais dit que tu serais de passage à Paris, que je voulais qu'on se rencontre. Il avait été. Puis alors, j'ai pas eu de tes nouvelles. Parce que je sais que tu es venu à Paris pour la sortie de ton film. j'ai venu très, très brièvement. Oui, oui. Et disons, dans ces moments-là, Oui, oui. tu sais comment on est. Oui, oui, non, mais ça, Hein? je comprends très bien. On n'est pas tout à fait soi-même, quoi. Non, non, je comprends très bien, Michel. Hein? Alors, je préfère qu'on se voit quand on D'accord. est nous-mêmes. Hein? Oui, oui, ça vaut mieux. Très bien. Andriel va bien? Tout le monde va bien, oui. va bien. Tout le monde va bien. Ça va très bien. Alors, Albert, je te souhaite un bon voyage. Merci. Je t'embrasse et embrasse Nadine de ma part. Oui, je t'embrasse et je suis très touché de ton coup de téléphone parce que ça tombe vraiment très très bien. Et vraiment, on ne t'oublie pas. Moi non plus. Jamais. Au À revoir. bientôt. Au revoir, Au revoir, Albert. Michel. Au revoir. Ah oui, on se téléphone. On a gardé grande amitié, oui. Une grande amitié. On se téléphone régulièrement. Et que reste-t-il dans le rétroviseur, disons, du cinéma d'un film comme Repérage pour vous aujourd'hui? Que c'était un film tendre et que j'aimerais bien retrouver cette tendresse-là à travers un film peut-être mieux construit, mieux charpenté, mais j'aimerais bien pouvoir retrouver cette tendresse-là, mais c'est difficile dans le monde tel qu'il est maintenant de trouver place pour la tendresse, parce que si on veut parler des choses qui se passent, elles sont dures, tout est très individualisé, c'est vraiment chacun pour soi, et les rapports de tendresse, à part les rapports qu'on peut trouver peut-être dans la famille, ou dans dans l'amitié, ou peut-être dans des petites communautés, je dirais, des villages, comme ça, disons, si on aborde des films dans des univers de ville et tout ça, je crois que c'est très difficile de dégager la tendresse. C'est parce que les temps, précisément, Michel Souter, tout le monde peut le constater, les temps sont moins tendres que ce nouveau film signé Il n'y a plus de Renard. temps, je crois, pour ça. Oui. C'est ça. Il n'y a plus de temps pour la tendresse, il n'y a plus de temps pour la conversation, il n'y a plus de temps à perdre. Hein? C'est un petit peu l'histoire de signé Renard aussi. C'est-à-dire un monde moins tendre, plus cruel, plus dur. La tentation. Dur, mais disons, c'est pas l'histoire d'un monde dur, je dirais Renard, c'est plutôt l'histoire d'une victime ou de plusieurs victimes de ces temps difficiles, où les gens, des jeunes, disons, flottent, vivent l'instant, mais d'une façon très fugitive, sans en savoir exactement les tenants et les aboutissants, sont vraiment, flottent, quoi. C'est l'histoire d'un personnage qui flotte, qui est déporté, qui est au chômage technique, je sais pas. C'est un peu cette image-là de maintenant. Dans un monde, Michel Souter, dans ce film, un tout petit peu inattendu par rapport à la situation, je veux dire, dans votre filmographie. Le personnage de Tom Novembre, c'est quelqu'un, on peut dire où il travaille d'abord. Il travaille dans une boîte? C'est ça, oui. Oui, dans une boîte. Pourquoi inattendu? On ne l'a pas encore vu, je veux dire, dans vos films, sauf erreur de ma part. Cet univers-là, qui est un univers qui est cruel, qui est un peu glauque aussi. Oui, on l'a jamais vu, cette image-là. Mais elle n'est pas en rapport avec... certains journalistes ont établi un rapport avec ma biographie, c'est-à-dire que j'avais été puisé dans des souvenirs justement du moment où je chantais, où j'interprétais des chansons et tout ça. C'est pas du tout... c'est sans rapport avec ça. C'était simplement pour trouver un univers d'une petite entreprise. Et là, c'est une petite entreprise de spectacle. Ça aurait pu être une petite entreprise de cinéma. Ça devait être une petite entreprise. Ça aurait pu être une entreprise aussi de vidéo, ou ça aurait pu être un petit commerçant aussi. Hein. On aurait trouvé exactement la même fable. On aurait pu trouver la même fable. Alors j'avais pensé à l'univers du cinéma, du petit entrepreneur de cinéma, mais j'avais déjà fait Repérage, qui était le cinéma dans le cinéma, donc j'avais pas envie de repasser par des mêmes chemins, donc j'avais pris j'avais choisi ce milieu-là.
On a le sentiment très fort en voyant le film Michel Souter que ce film signé Renard ne serait pas ce qu'il est si par exemple Tom Novembre ne l'avait pas tourné, parce que tout tourne aussi beaucoup autour de lui dans ce long métrage, cet aspect de musicien, de chanteur, un petit peu magicien aussi qu'a Tom Novembre. Oui, ça c'est le hasard. Moi, la seule chose que dont j'avais besoin, c'était d'un comédien inconnu. C'est-à-dire, j'avais besoin d'un personnage neuf par rapport au cinéma, pas quelqu'un de repérable. Et le hasard m'a mis en contact avec Tom Novembre, que j'avais été écouter à Lausanne quand il avait donné un concert, et c'est de là qu'est partie l'idée de travailler avec lui. Et c'est là à Lausanne qu'on s'était mis d'accord sur ce projet-là. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui, par bien des côtés, ressemble à des personnages d'hommes que j'ai traités ou auxquels j'aime bien m'attacher. Et quand vous avez vu la première fois Tom Novembre sur scène, vous avez pensé, vous travailliez à ce moment-là déjà au film, vous avez pensé, c'est lui absolument qu'il me faut pour ce film? Oui, j'ai pensé qu'il était le personnage. Oui. Oui, j'étais convaincu de ça. Bon, après, avec le recul et tout, je me dis que on aurait pu aller plus loin. Mais c'est toujours ça le problème d'un premier film, c'est-à-dire vous vous trouvez avec un comédien qui n'a pas encore d'expérience. Donc en même temps, vous avez des audaces et en même temps vous avez de la retenue parce que vous vous dites, vous ne savez pas très bien ce qui peut arriver si vous allez trop loin. Hein, il n'avait pas encore la maîtrise ni la connaissance du cinéma. Si l'expérience était à faire, je me rends compte qu'avec Tom Novembre, on peut aller beaucoup plus loin, et qu'on aurait pu aller plus loin dans la violence, qu'on aurait pu aller plus loin dans l'ironie, dans l'humour, dans la désinvolture, dans la vitesse. C'est un film où il y a beaucoup de dérision aussi, non? Une forme de dérision, en tout cas. Sur soi. Sur soi-même, oui. Est-ce que ça correspond au moment que vous vivez maintenant? Parce que j'imagine que c'est quand même très lié. Non, ça a correspondu au moment que je vivais, au moment où j'écrivais le film. Et justement, il y avait pas mal de dérision, et alors c'est des moments comme ça, c'est plus que de l'humeur, ce sont des moments de vie qu'on passe dans cet état-là. Hein. Toute personne passe par des états plus ou moins longs. Et alors je passais par cet état je dirais pas de dérision, mais de certaine mélancolie, peut-être un sentiment de défaite. Et maintenant, si le film était à refaire, j'aimerais lui donner plus de générosité. Plus de générosité, oui. Alors regardez, c'est ça qui manque. Elle y est, elle est contenue, mais elle est retenue, elle est sans objet. Et si c'est à refaire, j'aurais trouvé un objet pour que la générosité de Renard puisse aller vers quelqu'un ou vers quelque chose, ou vers un projet, même un projet dérisoire. Mais aller généreusement vers un projet dérisoire. C'est toujours dangereux quand même les films à comprendre entre les lignes. Ouais, parce qu'à ce moment-là, il y a toujours plusieurs interprétations possibles. Hein. C'est une question de tonalité. Si on l'aborde dans la bonne tonalité, je pense qu'on le suit et qu'on suit le parcours comme j'ai voulu qu'il soit suivi. Et si on n'est pas, pour des raisons d'humeur, pour beaucoup de raisons, si on ne se trouve pas ce jour-là dans la tonalité, on risque d'y voir trop de brutalité, trop de dureté, trop de désespoir, alors que tout ça est tissé aussi quand même, comme je disais, quand même de générosité, quand même d'une envie de vivre, quand même d'une envie de communiquer. Non, mais j'avais l'impression d'être un peu sévère à l'égard de mon travail, parce que, comme je disais tout à l'heure à Albert, ce qui m'intéresse quand même, quand je parle avec un journaliste ou dans une émission, c'est de parler de ce qui n'est pas abouti plutôt que de ce qui est abouti. Hein. Alors c'est pas toujours ça ne fait pas forcément la promotion de mon film, mais ça me semble un respect vis-à-vis de l'interlocuteur. Hein. Alors je me disais que pour éclairer peut-être le propos du film, Jean Ziegler a écrit dans la Suisse un petit article qui m'a beaucoup touché. Ça s'appelait le coup de cœur. Il avait le coup de cœur pour le film. Et il disait que c'est un film qu'en général dans le cinéma on parle des gens qui sont dans la lumière,
et que parlant des gens qui sont dans la lumière, c'est en général plus flatteur, et que ce film parlait plutôt des gens qui étaient dans la nuit. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est plus difficile, c'est plus grave, disons. Et là donc actuellement vous travaillez à ce qui sera le prochain film, Oui. enfin, c'est-à-dire la suite de l'aventure. La suite de Enfin, de votre aventure. de mon aventure, oui. Oui. Mais c'est pas la suite de Renard, pas du tout. C'est plutôt dans un registre de comédie et le personnage principal sera une femme, parce que je me rends compte que je risquais j'avais fait le tour un peu des personnages d'hommes. J'avais le sentiment de bien connaître les personnages d'hommes, et j'avais envie d'aborder un personnage de femme, ce que je n'ai jamais fait encore dans mes films. J'ai jamais eu un personnage féminin dont je raconterais l'histoire ou des bouts d'histoire. Et là, c'est un personnage de femme, mais dans le cadre d'une comédie. Donc un prochain tournage, ça tombe bien, une femme comme premier rôle, ça tombe bien parce que en lisant les journaux hier, j'ai découvert un sondage qui date de 57, je trouvais ça assez amusant finalement, c'est que un an, donc en 57, après la sortie de Et Dieu écrit à la femme de Vadim, un sondage avait été fait en France et il révélait que Brigitte Bardot occupait alors, à cette époque-là, donc il y a maintenant un peu plus de 30 ans, c'est vrai, le 47% des conversations. C'était le sujet numéro 1. Brigitte Bardot compte 41% à la politique. C'est fou. C'est intéressant. Et maintenant, il n'y a pas de sondage. Alors maintenant, j'imagine pas pour que... Bardot, mais non, je pense que c'est plutôt la politique aujourd'hui. C'est plutôt la politique. Je crois, Oui. non? Ou alors il n'y a plus de conversation. Enfin, je sais pas. Non, je sais pas. Vous auriez pu tourner un film avec Brigitte Bardot? Vous pourriez? Ah, je trouvais que c'était une grande comédienne. C'était une grande comédienne. Et Godard l'avait, encore une fois, Godard l'avait bien compris quand il a travaillé avec elle pour Le Mépris. Et qu'elle ait travaillé dans Le Mépris, et qu'elle ait travaillé avec Godard dans ce film-là, c'était le signe qu'elle était une très grande comédienne, oui. C'était Les Grandes Voix, un podcast des archives de la RTS, préparé et réalisé par Alain Frödiger et Jean-Philippe Zwalen, avec dans cette édition Michel Souter.